Nous avons analysé ce que la science appelle le problème difficile de la conscience, et nous avons trouvé quelque chose que les neuroscientifiques refusent de voir. La neurobiologie affirme avec certitude: pas de cerveau, pas de conscience. C'est devenu un dogme aussi puissant que la foi autrefois. Mais ce dogme contient une faille logique qui invalide tout ce qu'on vous a enseigné depuis 20 ans. Pendant 80 ans, les chercheurs ont cherché l'organe de la conscience dans le cerveau, comme Descartes cherchait l'âme dans la glande pinéale. Ils n'ont trouvé que des corrélations, jamais une cause. Vous vous posez cette question la nuit, seul face à votre écran. Si je suis mon cerveau, comment puis-je penser au cerveau? Qui observe l'observateur? Cette question n'est pas nouvelle, mais la réponse que nous avons trouvée, elle, laisse. Avant de continuer, répondez-nous honnêtement dans les commentaires. Croyez-vous vraiment que la conscience est seulement le produit d'atomes qui s'entrechoquent? Ou sentez-vous, quelque part, qu'il manque quelque chose à cette explication? La science moderne fonde son autorité sur une promesse simple: mesurer, observer, répéter. Tout ce qui ne peut pas être mesuré n'existe pas. C'est le matérialisme scientifique. Et c'est précisément ici que se cache le piège intellectuel. Prenez un simple fait neurobiologique. Quand vous voyez la couleur rouge, votre cerveau produit une activité électrique mesurable. Mais la rougeur que vous percevez, l'expérience vécue de cette couleur, reste invisible aux instruments. Les neuroscientifiques appellent cela le qualia, le problème difficile. Le problème difficile n'est pas un détail technique, c'est le cœur même de l'énigme. On peut expliquer pourquoi votre rétine réagit à une certaine longueur d'onde, mais on ne peut pas expliquer pourquoi cette réaction produit l'expérience subjective du rouge. Et c'est là que commence l'impasse logique. David Chalmers, philosophe de l'Université d'Arizona, a posé cette question en 1995. Personne n'a pu y répondre. 30 ans plus tard, le silence persiste. Et ce silence en dit long. La neuroscience officielle répond par une tactique bien connue. Ils nient le problème. Ils affirment que la conscience n'existe que comme processus cérébral, que le qualia n'était qu'une illusion créée par notre cerveau sur lui-même. Ils appellent cela l'éliminativisme, nier le problème pour le résoudre. Mais voilà, cette réponse viole les règles mêmes de la logique cartésienne. Descartes disait « Je pense donc, je suis ». Il ne disait pas « Je pense que je pense donc, je suis ». L'expérience vécue est le seul fait irréfutable. Tout le reste est hypothèse. Imaginons un moment. Vous vivez dans une maison sans fenêtre, vous n'avez jamais vu la lumière. Puis un jour, quelqu'un vous décrit le phénomène physique de la lumière, les ondes électromagnétiques, les photons, les longueurs d'onde. Vous comprenez la physique parfaitement. Puis on vous ouvre une fenêtre. Pour la première fois, vous voyez le jaune du soleil. Votre compréhension physique était correcte, mais elle ne vous a jamais préparé à l'expérience du jaune. Cette expérience reste étrangère à toute la physique que vous aviez apprise. C'est l'expérience de pensée de Frank Jackson, philosophe, proposée en 1982. Elle s'appelle l'expérience de la chambre noire, et elle expose un problème fondamental que le matérialisme scientifique ne peut pas résoudre. Les neuroscientifiques répondent souvent que la chambre noire est une mauvaise analogie, que l'expérience du jaune est aussi une activité neuronale. Techniquement, c'est vrai, mais cela n'explique pas pourquoi l'expérience subjective existe du tout. C'est répondre à côté de la question.
Voilà la faille logique centrale. Tous les processus nerveux que nous pouvons mesurer relèvent de ce qu'on appelle les problèmes faciles. Expliquer les réflexes, la mémoire, la cognition. La science peut le faire. Elle le fait bien. Mais le problème difficile, lui, demeure étranger à cette approche. Et cette faille n'est pas accidentelle. Elle révèle quelque chose de profond sur les limites de la méthode scientifique elle-même. Revenons à la logique pure. Si la conscience était entièrement réductible aux processus cérébraux, alors en théorie, il devrait exister un algorithme complet de la conscience, un programme informatique qui reproduise exactement votre expérience subjective. Turing s'en était approché en 1950. Il proposait un test simple. Un algorithme capable de converser est-il consciemment intelligent? La réponse semblait évidente alors. Oui, bien sûr. Mais 75 ans plus tard, nous avons des algorithmes qui passent le test de Turing. Et personne n'affirme sincèrement qu'ils sont conscients. Pourquoi? Parce que nous savons, intuitivement, que passer un test n'est pas la même chose que vivre une expérience. Un algorithme peut imiter parfaitement le comportement d'une conscience, mais l'imitation ne produit pas la chose elle-même. C'est la différence entre un acteur qui pleure et une personne qui souffre vraiment. Ce que Turing n'avait pas vu, c'est que le test comportemental est précisément ce qui ne peut pas révéler la conscience. La conscience, par sa nature même, est privée. Elle existe uniquement de l'intérieur. Et pourtant, la science moderne base son autorité entière sur ce qui peut être mesuré de l'extérieur. Elle regarde le cerveau par imagerie, mesure ses signaux électriques, trace les connexions, mais elle observe toujours de l'extérieur. Et ce qu'elle cherche par nature ne peut pas être observé de l'extérieur. C'est un peu comme si vous pouviez photographier une partition musicale en détail absolu, analyser chaque note, chaque intervalle, chaque intention du compositeur. Mais la photographie la plus précise ne vous fera jamais entendre la musique. L'expérience musicale vécue échappe à la mesure. Les neurologues répondent à cela par un argument séduisant. La conscience, disent-ils, c'est simplement ce que ressent un cerveau quand il fonctionne d'une certaine manière. Pas besoin de chercher ailleurs, c'est là, dans ces milliards de connexions. Mais cet argument cache une pétition de principe. C'est comme dire, la conscience existe parce qu'elle existe. On n'a pas expliqué pourquoi le fonctionnement neuronal produit une expérience subjective. On a juste affirmé que c'était le cas, et on appelle ça une explication. Voilà un des rares moments où la logique pure révèle les limites de la science, pas ses erreurs, ses limites intrinsèques. Il existe des questions que la méthode scientifique, par sa structure même, ne peut pas résoudre. Et le problème difficile en est une. Francis Crick, le découvreur de l'ADN, reconnaissait ce problème vers la fin de sa vie. Il l'appelait l'hypothèse étonnante. L'idée que la conscience émergerait purement du cerveau. Mais Crick lui-même ne pouvait pas expliquer le mécanisme. Il ne faisait que l'affirmer, sur foi de la cohérence matérialiste. Cette cohérence matérialiste est une croyance, remarquez-le bien. Pas une démonstration. C'est la foi scientifique moderne. Tout doit être expliqué par la matière et ses lois. C'est un postulat, pas une conclusion tirée des données. Et là commence à poindre une vérité que les neuroscientifiques refusent de dire publiquement. Leur certitude que la conscience est juste le cerveau, c'est une hypothèse de travail, utile, pragmatique, mais non démontrée et potentiellement fausse. Pendant ce temps,
Les expériences empiriques continuent à poser des questions embarrassantes. Les chercheurs ont étudié ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Environ 5% de l'humanité en a vécu une. Bien sûr, les neuroscientifiques ont une explication simple. C'est un hallucinage produit par un cerveau en détresse. Mais voilà ce qui gêne les neuroscientifiques. Pendant ces expériences, le cerveau affiche souvent une activité très réduite. Certains patients rapportent une clarté mentale extrême, une lucidité surhumaine, au moment où le cerveau fonctionnait le moins. Comment le cerveau peut-il produire une conscience plus claire quand il fonctionne moins bien? Il existe une explication neurologique standard. Les hallucinations peuvent sembler très vives, très réelles. Elles peuvent créer une illusion de lucidité. Techniquement, c'est possible. Mais c'est aussi une explication qui préserve dogmatiquement le matérialisme, coûte que coûte. Les neurologues ont étudié aussi ce qu'on appelle les patients locked-in, des personnes complètement paralysées, incapables de tout mouvement volontaire, mais parfaitement conscientes. Leur cerveau fonctionne, mais il ne produit aucun comportement observable. Pourtant, leur expérience interne reste intacte. Si la conscience était entièrement dépendante de la complexité comportementale du cerveau, alors les patients locked-in devraient perdre conscience. Mais ils ne la perdent pas. Cette expérience simple invalide une partie de l'hypothèse matérialiste stricte. Et pourtant, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Voyons maintenant ce qu'un penseur français, Bergson, avait intuité dès le début du XXe siècle. Il proposait une distinction cruciale entre l'intellect analytique et l'intuition. L'intellect analyse, divise, mesure. L'intuition saisit le tout, la durée vécue, l'expérience dans son flux temporel. La science moderne a jeté l'intuition aux oubliettes. Elle a décidé que seul l'intellect analytique était valide, que seule la mesure et la division pouvaient révéler la vérité. C'était peut-être une erreur stratégique, non pas une erreur logique, mais stratégique. Bergson soutenait que la conscience, justement, ne peut pas être saisie par l'intellect analytique, qu'elle échappe par nature à la division et à la mesure, qu'elle doit être comprise par l'intuition, par la participation directe à son flux, pas par l'observation de l'extérieur. Cette intuition bergsonienne, on la retrouve maintenant chez les plus grands penseurs contemporains de la conscience. Ils reconnaissent progressivement que le problème difficile pourrait être insoluble pour la méthode scientifique, pas parce que la science n'est pas assez avancée, mais parce que c'est une question de structure épistémologique, de ce qu'il est possible de connaître par telle ou telle méthode. Maintenant, passons à une question qui dérange encore plus. Si le cerveau ne produit pas la conscience, alors d'où vient-elle? Où réside-t-elle? La science matérialiste n'a pas d'autre cadre conceptuel pour répondre. Elle ne peut concevoir l'existence que de deux façons. Soit c'est matériel et mesurable, soit ça n'existe pas. Mais il existe une troisième possibilité, celle que la conscience ne soit pas produite par le cerveau, mais plutôt filtrée par lui. Que le cerveau fonctionne comme un réducteur de conscience, pas comme un producteur. C'est l'hypothèse dite du cerveau réducteur. Elle vient de William James, grand psychologue américain, mais elle a des racines chez les penseurs indiens anciens. L'idée est simple. Si la conscience était fondamentale à l'univers, si elle n'émergeait pas seulement de la matière, alors un cerveau endommagé ne produirait pas moins de conscience. Il bloquerait simplement plus de conscience.
comme un tuyau cassé ne produit pas moins d'eau. Il la laisse s'échapper. Cette hypothèse explique des phénomènes que le matérialisme strict ne peut pas. Elle explique pourquoi les patients avec des lésions cérébrales massives conservent souvent une conscience intacte mais difficilement accessible. Elle explique pourquoi les rêves lucides révèlent une conscience qui fonctionne différemment des circuits conscients habituels. Évidemment, cette hypothèse pose un problème théologique massif. Si la conscience n'émerge pas du cerveau, alors elle doit venir de quelque part. Les religieux diraient de Dieu, les panthéistes diraient de l'univers lui-même, les matérialistes diraient que c'est impossible. Et c'est ici que le débat devient intéressant. La neuroscience officielle rejette cette hypothèse avant même de l'étudier. On appelle cela la pensée magique. On dit qu'il n'y a aucune preuve pour soutenir une telle idée. Mais c'est un argument logiquement faible. Il n'existe aucune preuve que la conscience émerge du cerveau non plus. Il existe uniquement une corrélation. Et la corrélation n'est pas la causalité. Rappelons-nous Hume, le philosophe écossais. Il observait qu'on ne voit jamais la causalité elle-même. On voit seulement que A est suivi de B. On en conclut que A cause B. Mais c'est un saut logique, pas une observation directe. Quand vous voyez une excitation neuronale suivie d'une pensée consciente, vous concluez que l'excitation cause la pensée. Mais logiquement, c'est un saut. Vous pourriez tout aussi bien dire que la pensée cause l'excitation neuronale, ou que les deux sont des manifestations parallèles d'une cause commune. La science choisit l'interprétation qui préserve le matérialisme. C'est un choix philosophique, pas une conclusion scientifique, et c'est fondamental à comprendre. La neuroscience matérialiste n'a pas démontré que le cerveau crée la conscience. Elle a postulé que c'était le cas, et elle a construit toute son architecture théorique autour de ce postulat. Vous comprenez maintenant pourquoi ce qui était censé être résolu depuis longtemps demeure mystérieusement irrésoluble. Pourquoi l'intelligentsia scientifique ne progresse pas? Parce qu'elle se pose la mauvaise question. Elle demande « Comment le cerveau produit-il la conscience ?» quand peut-être la question devrait être « Comment la conscience s'exprime-t-elle à travers le cerveau ?» C'est une différence apparemment mineure. Mais en logique, une mineure différence de formulation peut invalider des décennies de recherche. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Les chercheurs qui osent soulever cette possibilité se voient discrédités. Leurs articles ne sont pas publiés dans les grandes revues. Leurs financements sont coupés. Parce que la neuroscience matérialiste s'est transformée en dogme. Et tout dogme défend ses frontières contre l'hérésie. C'est un schéma qu'on observe tout au long de l'histoire de la science. Quand une théorie devient dominante, elle s'entoure de protections institutionnelles. Les scientifiques qui la remettent en question perdent leur crédibilité, pas sur la base des preuves, sur la base de la conformité. Galilée l'a découvert avec la géocentrisme, Darwin avec l'évolution, Planck avec la mécanique quantique. À chaque fois, le nouvel ordre scientifique s'était établi. Personne ne remettait plus en question son postulat central. Et l'humanité attendait la génération suivante pour que le débat se rouvre. Revenons à la logique pure pour un instant. Supposons que je vous dise, preuves à l'appui, que la conscience existe indépendamment du cerveau, que le cerveau est un filtre, pas un producteur. Qu'advenait-il de votre vision du monde? D'abord, cela ne vous forcerait pas à croire en Dieu, ni en aucune religion. Vous pourriez simplement conclure que la conscience est un phénomène fondamental de l'univers, comme l'espace, le temps
l'énergie. Personne ne demande d'où vient l'énergie. On l'accepte comme donnée fondamentale. Ensuite, cela dévaluerait légèrement le matérialisme scientifique. Pas la science elle-même, mais la philosophie matérialiste qui l'accompagne. La science resterait un outil formidable pour étudier le monde physique, mais elle reconnaîtrait ses limites. Elle admettrait qu'il existe des phénomènes, comme la conscience subjective, qui échappent à sa méthode. Enfin, cela poserait des questions existentielles vertigineuses. Si la conscience est fondamentale, alors qu'en est-il après la mort du cerveau? La conscience continue-t-elle sous une forme? Où? Comment? Ces questions redeviendraient légitimes, pas religieuses, scientifiquement légitimes. Mais voilà pourquoi le dogme matérialiste combat cette possibilité avec tant de férocité. Parce que l'instant où on accepte que la conscience ne vient pas du cerveau, on ouvre une porte qu'on a fermée au XVIIe siècle, la porte aux questions spirituelles. Pas la religiosité béate, mais la curiosité métaphysique. Et les institutions scientifiques modernes, héritières des Lumières, refusent d'ouvrir cette porte, parce que les Lumières ont promis d'exorciser le mystère par la raison. Or, si la raison elle-même atteint ses limites, cette promesse s'effondre, et avec elle, une certaine légitimité institutionnelle. C'est ici que nous arrivons à une conclusion troublante. Le rejet de l'hypothèse du cerveau réducteur n'est pas basé sur des preuves. Il est basé sur la peur que l'institution scientifique perde son monopole sur la vérité, la peur que des questions non scientifiques redeviennent légitimes. Notez bien que Camus, en philosophe honnête, reconnaissait cette peur. Il disait que l'absurde, c'est le choc entre notre besoin de comprendre et l'incapacité du monde à nous fournir cette compréhension totale. Pour Camus, il fallait accepter cet absurde, pas le nier. Or, c'est exactement ce que fait la neuroscience matérialiste. Elle nie l'absurde. Elle affirme que nous sommes proches de comprendre la conscience, qu'on n'a besoin que de plus d'argent pour la recherche, que la réponse est à portée de main. C'est une fausse promesse, et elle le sait. Les grands neuroscientifiques, ceux qui ne sont pas prisonniers du dogme institutionnel, l'admettent en privé. Christophe Koch, chercheur au Allen Institute, a écrit que le problème difficile pourrait bien être insoluble. Il l'a écrit, mais sans lever l'hypothèse matérialiste, simplement en reconnaissant que sa méthode ne peut pas le résoudre. C'est une formulation intéressante. Cela ne rejette pas le matérialisme. Ça reconnaît simplement ses limites. Et peut-être est-ce la plus grande révolution intellectuelle qui nous attend. Non pas de découvrir que Dieu existe, mais de découvrir que la science, pour toute sa puissance, a des limites, et qu'elle doit apprendre à vivre avec. Voici maintenant une observation que peu de gens font. Depuis que la neuroscience s'est professionnalisée, depuis qu'elle est devenue une discipline institutionnalisée avec des budgets, des universités, des carrières, le nombre de questions posées sur la conscience a diminué, pas augmenté. Pourquoi? Parce que poser la question est dangereux pour une carrière. Mieux vaut accepter le dogme, publier des articles dans le cadre établi, gagner des grands, progresser. Le système récompense la conformité et punit l'hérésie. C'est une observation sociologique simple, mais elle explique beaucoup. Avant la professionnalisation, au XIXe siècle, les penseurs posaient des questions radicales. William James, John Dewey, Charles Sanders, Peirce. Ils questionnaient l'hypothèse matérialiste. Ils proposaient des alternatives. Ils n'avaient pas de carrière à perdre au sens moderne.
juste une réputation intellectuelle à défendre. Or, la réputation intellectuelle s'est progressivement remplacée par des métriques institutionnelles, impact factor, citation, grant reçu, position académique. Le système qui mesure le succès scientifique, paradoxalement, décourage l'originalité, parce que l'originalité risque, et le risque diminue les métriques. Pensez à cela. L'instant où on accepte que le cerveau peut ne pas produire la conscience, on doit repenser toute la psychologie, toute la psychiatrie, la pharmacologie cérébrale. Toute l'architecture de la médecine mentale moderne repose sur l'hypothèse que les maladies mentales sont des maladies du cerveau, des déséquilibres biochimiques. Et si ce n'était que partiellement vrai, si la conscience avait une dimension qui ne peut pas être réduite à la chimie cérébrale, soudain, les antidépresseurs ne sont plus des cures magiques. Ils sont des outils, utiles parfois, mais limités. Et les psychiatres devraient admettre qu'une large part des problèmes mentés restent inexpliqués par la neurobiologie. C'est une admissionna inconfortable, parce qu'elle remet en question non seulement une théorie, elle remet en question des carrières entières, des institutions entières, l'industrie pharmaceutique entière. Les enjeux économiques et institutionnels de cette hypothèse dépassent de loin les enjeux purement scientifiques. Et voilà pourquoi le dogme persiste, pas parce qu'il est vrai, mais parce que trop de puissance, trop d'argent, trop de carrières en dépendent. C'est une forme de corruption, pas au sens pénalement criminel, mais au sens structural. Le système corrompt la recherche elle-même, en la mettant au service des institutions, plutôt que de la vérité. La question que nous avons posée à la fin de la première partie demeure suspendue. Si la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais simplement filtrée par lui, alors comment expliquer les phénomènes que la neuroscience matérialiste explique correctement? Les lésions cérébrales, les modifications de la conscience sous drogue, l'évolution du cerveau au cours de l'histoire humaine. Voilà le nœud de la contradiction qu'il faut trancher. Commençons par les faits, bruts, vérifiables, que personne ne conteste. Quand vous endommagez une certaine région du cerveau, vous perdez une certaine capacité mentale. Endommagez le cortex visuel primaire, vous perdez la vue. Endommagez l'aire de Broca, vous perdez la parole. Endommagez l'hippocampe, vous perdez la formation de nouveaux souvenirs. Ces corrélations sont robustes, démontrables, reproductibles. Maintenant, voici l'interprétation matérialiste standard. Ces corrélations prouvent que le cerveau produit ses fonctions. Endommager le producteur produit, endommage le produit. C'est logiquement irréprochable. Presque, car il existe une autre interprétation, logiquement aussi valide. Supposez un instant que la conscience produit les pensées, les sensations, les souvenirs. Supposez que le cerveau est l'instrument de cette expression, pas le producteur, mais le médium. Alors, endommager le médium endommagerait exactement de la même façon la production. Un cerveau endommagé ne pourrait pas exprimer correctement une conscience intacte. Voyez l'enjeu. Les deux interprétations produisent exactement les mêmes prédictions observables. C'est ce qu'on appelle, en philosophie, des sciences, l'indétermination empirique. Deux théories différentes expliquent identiquement les mêmes phénomènes. Prenons un exemple concret et moderne. Vous montrez une image à quelqu'un. Son cortex visuel s'active sur l'IRM. Vous lui demandez ce qu'il voit. Il vous décrit l'image. La corrélation est parfaite. Le cortex actif correspond au rapport verbal. L'interprétation matérialiste
dit que le cortex crée l'expérience visuelle. L'interprétation alternative dit que le cortex exprime une expérience visuelle qui existe déjà ailleurs. Comment distinguer empiriquement entre les deux? Vous ne pouvez pas. C'est le point fondamental. Il n'existe aucune expérience possible qui permettrait de trancher. Tant que vous observez de l'extérieur, vous mesurez uniquement des corrélations, jamais la causalité elle-même. Cela signifie que le choix entre le matérialisme et l'alternative n'est pas dicté par les preuves. Il est dicté par la préférence philosophique. Le matérialiste choisit l'interprétation qui préserve son ontologie. L'ontologie est la réponse à la question « Qu'existe-t-il vraiment ?» Si vous avez décidé que seule la matière existe, alors vous interpréterez les corrélations de façon à préserver cette croyance. Si vous êtes ouvert à l'existence de la conscience comme phénomène fondamental, vous interpréterez les mêmes corrélations différemment. Maintenant, compliquons le tableau. Les drogues psychoactives modifient profondément la conscience. Un microgramme de LSD, invisible à toute mesure instrumentale, change complètement votre expérience du monde pendant 12 heures. Comment cela s'explique-t-il? Le matérialiste dit que le LSD modifie la chimie cérébrale, ce qui modifie la conscience produite. C'est exact, biologiquement parlant. Le LSD se lie à certains récepteurs, modifie la transmission de la sérotonine. Tout cela est vérifiable. Mais l'interprétation alternative dit quelque chose de différent. Le LSD ne produit pas l'expérience psychédélique. Il enlève un filtre qui normalement réduit la conscience. Il baisse la garde du cerveau. Et soudain, vous accédez à des dimensions de la conscience que le cerveau normal filtre continuellement. Encore une fois, les deux interprétations produisent les mêmes phénomènes observables. Un cerveau normal filtre. Un cerveau sous LSD filtre différemment. Vous expérimentez l'une ou l'autre selon l'état neurochimique. Mais remarquez, si le cerveau filtrait effectivement la conscience, cela expliquerait certains phénomènes que le matérialisme peine à expliquer. Pourquoi les expériences psychédéliques produisent souvent un sentiment de révélation, de contact avec une réalité plus profonde, une connaissance supérieure. Ce sentiment n'est pas une hallucination, techniquement parlant. C'est l'accès à un type d'information que le cerveau normal filtre. Les neuroscientifiques matérialistes répondent que c'est une illusion, que la sensation de révélation n'est qu'un artefact du cerveau perturbé, mais c'est encore une hypothèse, pas une démonstration. Voyons maintenant l'évolution du cerveau humain. Le cerveau humain a augmenté de volume de 300% au cours des 3 millions d'années passées, particulièrement dans le cortex préfrontal, siège supposé de la conscience, du raisonnement, de la planification. Le matérialiste dit que l'augmentation du volume cérébral a produit une augmentation de la conscience humaine, que nous sommes plus conscients, plus capables de réflexion que l'Homo erectus, justement parce que notre cerveau est plus gros. C'est plausible, mais voilà une question gênante qu'on ne pose jamais. Si l'augmentation de la masse cérébrale augmente la conscience, alors à quel seuil critique la conscience émerge? Quand avons-nous atteint la conscience? À quel volume cérébral? Il n'existe aucune réponse, pas même une théorie, parce que la question expose un problème. Si la conscience était produite graduellement par l'augmentation du cerveau, alors il devrait exister un point où elle émerge. Mais aucun fossile ne peut témoigner de ce moment. Et aucune loi biologique ne peut prédire ce seuil critique. En contraste, l'interprétation alternative pose la chose différemment. La conscience était toujours là, mais le cerveau grandissait,
permettant une expression de plus en plus raffinée de cette conscience. L'Homo erectus était conscient, mais incapable d'exprimer cette conscience, aussi complexement que nous, parce que son cerveau était plus petit, moins raffiné. Les deux interprétations sont historiquement indécidables. On ne peut jamais vérifier ce que l'Homo erectus expérimentait intérieurement. Mais logiquement, l'interprétation alternative ne pose pas le problème du seuil d'émergence. Elle contourne cette aporie. Pensons à cela autrement. Supposez que vous trouviez une civilisation extraterrestre dont le cerveau serait 3 fois plus grand que le nôtre. Supposez qu'ils affirment avoir une conscience 3 fois plus riche, plus nuancée, plus profonde que la nôtre. Comment réagiriez-vous? Le matérialiste devrait conclure que oui, forcément, avec 3 fois plus de matière cérébrale. Ils ont 3 fois plus de conscience. C'est la logique du productivisme neuronal. Plus de matière égale, plus de production. Mais cela soulève une absurdité. La conscience peut-elle vraiment se mesurer en quantité? Peut-on dire qu'une conscience est 3 fois plus grande qu'une autre? C'est une question qui révèle l'impasse conceptuelle du matérialisme. Parce que la conscience, par sa nature, résiste à la quantification. Ce qui peut augmenter chez cette civilisation hypothétique, ce sont les capacités cognitives, la richesse du raisonnement, la complexité de la pensée, la finesse de la discrimination sensorielle. Mais la conscience, elle-même, son intensité subjective, c'est incommensurable. Bergson l'avait bien vu. Il distinguait la quantité et la qualité. La durée vécue, la conscience, ne peuvent pas être quantifiées. Vous pouvez augmenter infiniment la complexité, mais jamais la qualité subjective de la conscience. 2 êtres différents ne peuvent jamais comparer directement l'intensité de leur expérience. C'est un abîme intraversable. Et pourtant, le matérialisme neuroscientifique présuppose implicitement que la conscience est quantifiable, qu'elle peut augmenter avec le cerveau. C'est une contradiction conceptuelle profonde. Revenons aux lésions cérébrales, maintenant. Armées de cette distinction, quand quelqu'un souffre d'une lésion du cortex visuel et perd la vue, qu'est-ce qui s'est vraiment perdu? La conscience visuelle ou la capacité à exprimer cette conscience? Le matérialiste répond que la conscience visuelle s'est perdue, parce qu'il présuppose que le cortex la produit. Mais comment pourrait-il le savoir? Il ne peut accéder à l'expérience intérieure du patient que par le rapport verbal. Et si le patient ne peut pas exprimer verbalement l'expérience visuelle qu'il continue d'avoir, comment pourrait-il le savoir? C'est une hypothèse qui jamais ne sera testée. Parce que par définition, une expérience qui ne s'exprime pas ne peut pas être connue par l'observation externe. Et donc le matérialiste ne peut jamais vérifier que l'expérience s'est vraiment arrêtée. Il peut seulement constater que l'expression s'est arrêtée. Prenez les patients aveugles de naissance, qui développent une vision restaurée à l'âge adulte grâce à la technologie. Ils décrivent des phénomènes stupéfiants. Ils ne savent pas interpréter les images qu'ils voient. Leur cerveau doit réapprendre. Cela démontre que le cerveau n'est pas simplement un instrument de la vision. C'est vrai. Mais cela ne prouve pas que le cerveau l'a créé. Cela prouve que le cerveau était nécessaire pour traiter l'information visuelle. Condition nécessaire n'est pas condition suffisante. Le cerveau peut être absolument indispensable pour que vous ayez une expérience visuelle cohérente, sans pour autant la produire. Parlons maintenant de ce qui s'appelle la conscience du corps. Les patients avec un syndrome de négligence unilatérale
perdent la conscience de la moitié de leur corps, généralement après une lésion du cortex pariétal droit. Ils ne nient pas avoir un bras gauche, mais ils ne le sentent pas, ils l'oublient. Pour eux, il n'existe plus. C'est une preuve que le cerveau pariétal est crucial pour la conscience corporelle. Exact. Mais est-ce une preuve que ce cortex crée cette conscience? Ou est-ce une preuve qu'il la filtre, l'intègre, la maintient accessible? Imaginez une radio dont le câble coaxial serait endommagé. La radio ne reçoit plus de signal. L'ingénieur conclut que le câble produit la musique. Techniquement, c'est vrai que sans le câble, pas de musique. Mais le câble ne produit pas la musique. Il la transmet. Le problème avec le matérialisme neuronal, c'est qu'il confond causalité mécanique avec causalité efficient. Le cerveau est causalement mécanique dans le système nerveux, mais cela ne signifie pas qu'il soit la cause efficient de la conscience. Ce serait confondre les niveaux de causalité. Considérons maintenant un phénomène encore plus troublant, la synesthésie. Chez les synesthètes, les sens se mélangent. Ils voient les chiffres en couleurs, ils entendent les sons en forme. C'est un trait neurologique génétique. Le cerveau synesthète a des connexions différentes. Comment le matérialisme explique-t-il ce phénomène? En disant que le cerveau synesthète produit une expérience fusionnée de plusieurs sens. C'est correct neurobiologiquement, mais cela révèle quelque chose. La synesthésie démontre que la conscience n'est pas structurée par la réalité objective. Elle est structurée par le cerveau. Attendez, n'est-ce pas une victoire pour le matérialisme? Si le cerveau structure l'expérience consciente, alors le cerveau la produit? Non, pas nécessairement. Structurer n'est pas produire. Le cerveau peut structurer une expérience consciente sans la produire, comme un prisme réfracte la lumière sans la produire. Mais voilà le point intéressant. La synesthésie démontre que la conscience est modulable par la structure cérébrale. Et si la conscience est modulable, cela signifie qu'elle existe indépendamment. Quelque chose de modulable doit exister avant d'être modulé. Vous ne pouvez pas moduler ce qui n'existe pas. Donc la synesthésie, si on la pense correctement, suggère que la conscience existe avant d'être structurée par le cerveau. Le cerveau agit comme un modulateur, pas un créateur. Pensons à Descartes de nouveau. Il avait posé le problème de façon définitive avec sa substance duelle. D'un côté, la matière étendue, de l'autre, la conscience pensante. Deux substances fondamentalement différentes. Le problème était le classique. Comment interagissent-elles? La neuroscience matérialiste a tenté de résoudre ce problème en niant la seconde substance. Il n'y a que la matière. La conscience n'est qu'une propriété de la matière organisée d'une certaine façon, pas une substance autonome. C'est monisme matérialiste. Mais cela ne résout pas le problème difficile. Cela le repose simplement différemment. Comment une propriété émerge-t-elle de la matière? Pourquoi cette propriété existe-t-elle du tout? Et comment une propriété objective et physique peut-elle produire une expérience subjective et mentale? L'abîme reste. Peut-être que Descartes avait raison de parler de deux substances. Peut-être que sa seule erreur était de chercher le point de liaison dans la glande pinéale. Peut-être que le point de liaison n'est pas physiologique. Peut-être qu'il est informationnel, que le cerveau est le point de contact où la substance mentale rencontre la substance matérielle, les deux s'influençant mutuellement sans que l'une réduise à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'interactionnisme.
et c'est l'une des rares positions philosophiques qui préserve à la fois la réalité de la conscience et l'efficacité causale du cerveau. Mais elle demeure marginale en neurosciences officielles, parce qu'elle ne s'ajuste pas au dogme matérialiste. Or, voici maintenant quelque chose de crucial. Les plus grands physiciens du XXe siècle, ceux qui ont découvert la mécanique quantique, ont tous reconnu un rôle pour la conscience en physique, pas en tant qu'idée mystique, mais en tant que composant nécessaire du formalisme mathématique. John von Neumann, fondateur de l'informatique théorique, avait posé le problème de la mesure quantique. Avant la mesure, une particule existe en superposition. Après la mesure, elle se trouve dans un état défini. Qui effondre la superposition? Von Neumann concluait que c'était l'observateur, la conscience de l'observateur. Eugène Wigner, aussi fondateur de la physique quantique, a même proposé une expérience de pensée radicale. Il y a deux observateurs. L'un observe une particule et effondre sa fonction d'onde. L'autre observe le premier observateur, qui effondre la fonction d'onde du premier observateur. Wigner suggérait que seule la conscience finale peut le faire. C'est le paradoxe de l'ami de Wigner. Maintenant, la mécanique quantique orthodoxe a tenté de contourner ce problème en affirmant que la conscience n'est pas nécessaire, que l'effondrement survient pour d'autres raisons. Techniquement, c'est possible mathématiquement, mais ce n'est pas résolu. C'est évité. Le point important est que les fondateurs de la physique moderne reconnaissaient que la conscience pose un problème inévitable en physique. Pas un problème neurobiologique, un problème physique pur. Et ce problème n'a jamais disparu. Il s'est juste enfoui sous des conventions mathématiques. Voilà une implication vertigineuse qu'on ne mentionne jamais. Si la conscience joue un rôle en physique quantique, alors la conscience n'est pas seulement un produit de l'univers physique, elle interagit avec les lois fondamentales de l'univers. Elle influence la réalité physique au niveau le plus élémentaire. Cela ne signifie pas que votre pensée peut plier les cuillères. Pas du tout. Cela signifie que l'observation consciente affecte les propriétés des choses observées. Et cette affection remonte à la structure même de la réalité physique. Si cela était vrai, cela changerait complètement notre compréhension du rapport entre la conscience et la matière. Ce ne serait pas la matière qui produit la conscience, ce serait la conscience qui participe à la constitution de la réalité matérielle elle-même. Les neuroscientifiques matérialistes écartent ces considérations quantiques en disant que la physique quantique n'est pertinente que pour les phénomènes à très petite échelle, que le cerveau fonctionne à l'échelle classique. C'est vrai, mais c'est aussi un esquive logique, parce que si la conscience a une base physique quelque part dans le cerveau, et si la conscience a un rôle en physique quantique, alors le lien doit exister, même s'il est extrêmement ténu, même s'il s'exerce de manière indirecte. Le problème logique demeure entier. Parlons maintenant de quelque chose de plus concret et troublant. La plasticité cérébrale. Le cerveau se réorganise constamment. Les connexions se renforcent, s'affaiblissent, disparaissent. Les fonctions migrent d'une région à une autre. C'est démontré, répétable, bien compris. Cela signifie que le cerveau n'est pas une machine rigide. C'est un système fluide. Et voici le point. Si le cerveau était réellement le producteur de la conscience, alors la conscience devrait changer radicalement quand le cerveau se réorganise. Mais elle ne le fait pas. Prenez un enfant qui perd son cortex visuel dans un accident, mais conserve la capacité à voir en utilisant une autre région du cerveau. Techniquement,
une nouvelle région a repris la fonction. Neuralement, le système s'est réorganisé. Mais subjectivement, qu'expérimente l'enfant? La même expérience visuelle, pas une nouvelle expérience, la même. Cela suggère fortement que ce qui produit l'expérience visuelle n'est pas la région spécifique du cerveau. C'est quelque chose de plus stable, qui persiste à travers les réorganisations matérielles. La conscience subjective demeure identique, tandis que l'infrastructure change. Le matérialiste répond que oui, c'est normal. L'information visuelle trouvera simplement un nouveau chemin neural. La conscience sera recréée au même endroit logique, même si elle s'exprime par une nouvelle anatomie. Techniquement, c'est possible, mais c'est encore une hypothèse ad hoc. Elle préserve le dogme plutôt que de le tester. Considérez maintenant le cas des autistes savants. Des individus dont le cerveau fonctionne de manière radicalement différente, souvent gravement atteint au niveau social et linguistique, mais pourvus de capacités extraordinaires dans un domaine spécifique. Un autiste peut mémoriser des milliers de numéros de téléphone. Un autre peut calculer les jours de la semaine, pour n'importe quelle date, en 3 secondes. Un troisième peut dessiner avec une précision photographique après un seul regard. Comment le matérialisme explique-t-il cela? En disant que leur cerveau a une organisation différente qui produit ces capacités exceptionnelles. C'est vrai, neurobiologiquement parlant. Leur cerveau est structuré différemment. Mais voilà la question qu'on ne pose pas. Si ces capacités sont produites par l'organisation neurale, alors comment un cerveau gravement désorganisé au plan social peut-il être si bien organisé au plan des calculs? Comment l'organisation peut-elle être simultanément défaillante et supérieure? La réponse matérialiste est que c'est un échange. L'énergie cognitive, allouée aux interactions sociales, est réallouée aux mathématiques. C'est une explication raisonnelle, mais elle suppose que la conscience est un pool d'énergie finie qui doit être alloué. Cela ne prouve pas que le cerveau crée cette énergie. Cela prouve seulement qu'il la canalise. En contraste, l'hypothèse du cerveau réducteur explique plus simplement. L'autiste a accès à plus de conscience mathématique parce que son cerveau filtre moins les capacités mathématiques. C'est un filtrage neuronal moins restrictif, pas une création neurale exceptionnelle. Nous arrivons maintenant à la question médicale la plus troublante de l'époque moderne. Comment traiter la dépression, l'anxiété, la maladie mentale? Pendant 50 ans, le paradigme dominant a été le suivant. Ces maladies sont des maladies cérébrales, des déséquilibres de neurotransmetteurs, surtout la sérotonine. Le traitement principal a été les antidépresseurs, des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine. Ces médicaments fonctionnent, ils aident, mais remarquez ceci. Les résultats cliniques sont souvent décevants. Seule environ la moitié des patients répondent aux antidépresseurs. Et quand ils répondent, les résultats sont souvent partiels. L'amélioration stagne après quelques mois. Les patients développent une tolérance. Le matérialisme neuroscientifique interprète cela de façon simple. Ces patients ont une pathologie cérébrale plus complexe qu'on ne le pensait. Il faut des doses plus fortes ou d'autres médicaments. Mais après 50 ans de recherche, on n'a trouvé aucun marqueur biologique fiable pour la dépression ou l'anxiété. Pas de test sanguin, pas d'imagerie diagnostique. Cela devrait sonner comme une alarme. Si la dépression était vraiment une maladie du cerveau, comme le diabète est une maladie du pancréas, alors il devrait exister des marqueurs biologiques fiables. Mais ils n'existent pas.
Parce que la dépression n'est peut-être pas une maladie du cerveau. Peut-être que c'est une réaction appropriée de la conscience face aux conditions de la vie. Voilà une idée qui scandalise l'establishment psychiatrique. Que la dépression puisse être correcte. Que le cerveau dépressif peut être correctement calibré pour la réalité. Que les antidépresseurs fonctionnent en relevant artificiellement l'humeur au-dessus d'un niveau que la conscience juge approprié. C'est une possibilité logique, mais elle menace toute l'industrie. Et puis, il y a les données qui personne ne parle. Les thérapies non pharmacologiques, la psychothérapie, la méditation, l'exercice physique. Ces interventions ont souvent des effets comparables aux antidépresseurs, et parfois supérieurs, avec moins d'effets secondaires. Comment cela s'explique dans le paradigme matérialiste? Comment parler avec un thérapeute peut-il guérir un déséquilibre biochimique? Pas en modifiant la chimie cérébrale, bien sûr. La parole ne produit pas de molécules de sérotonine. Alors comment cela marche-t-il? La réponse matérialiste est que la psychothérapie modifie indirectement la neurochimie, que le dialogue et la compréhension psychologique modifient subtilement les taux de neurotransmetteurs. C'est techniquement possible, mais c'est aussi une explication ad hoc très confortable. Une explication alternative serait que la conscience n'est pas malade, elle est bloquée, que le cerveau dépressif n'est pas défaillant, il est fermé, et que la psychothérapie fonctionne en rouvrant les canaux de conscience, en réduisant le filtrage neuronal, en permettant à une conscience normale d'émerger à nouveau. Les deux explications sont logiquement cohérentes, mais seule la deuxième explique pourquoi la psychothérapie fonctionne aussi bien que la pharmacologie. Si c'était vraiment une question de chimie cérébrale, on attendrait que la pharmacologie soit supérieure, mais elle ne l'est pas. Maintenant, abordons la question que personne ne veut poser. Qu'advient-il de la conscience à la mort du cerveau? Pour le matérialiste, la réponse est simple et définitive. La conscience cesse. L'expérience subjective disparaît. Vous cessez d'exister en tant qu'entité consciente. C'est un corollaire logique du matérialisme. Pas le cerveau, pas la conscience. Donc mort du cerveau égale mort de la conscience. Mais cette conclusion repose sur l'hypothèse que le cerveau produit la conscience. Si le cerveau filtre simplement la conscience, alors la mort du cerveau ne tue pas la conscience. Elle coupe simplement la connexion entre la conscience et l'expression matérielle. C'est logiquement cohérent. C'est aussi logiquement éprouvable, en un sens. Si des patients en expérience de mort imminente rapportent d'une expérience de conscience accrue au moment où le cerveau fonctionnait le moins, cela suggère que la conscience peut persister sans l'intégrité cérébrale complète. Les neuroscientifiques matérialistes rejettent ces témoignages en disant qu'il s'agit de hallucinations produites par un cerveau en détresse. C'est une explication possible, mais c'est aussi la seule explication possible dans le cadre matérialiste. C'est circulaire, parce que tout phénomène qui contredirait le matérialisme est automatiquement rejeté comme hallucination. C'est la définition d'un système de croyances infalsifiable. Et Popper, philosophe des sciences, nous a appris qu'une théorie infalsifiable n'est pas scientifique. C'est une foi. Donc en conclusion logique, la neuroscience matérialiste n'a pas résolu le problème difficile. Elle a postulé une réponse. Elle a construit des institutions autour de cette réponse. Et maintenant, elle défend ce postulat contre tout challenge, non par la logique, mais par l'institution. Cela ne signifie pas que le matérialisme est faux. Cela signifie seulement qu'il n'a pas été prouvé.
et que l'alternative n'a pas été réfutée. Le débat reste ouvert, logiquement parlant. Ce que nous avons découvert en analysant les données, c'est ceci. Le cerveau est clairement crucial pour la conscience, tel qu'on l'expérimente dans la vie quotidienne. Cela, personne ne le conteste. Mais crucial n'est pas équivalent à créateur. Et personne n'a démontré que c'était créateur, seulement qu'il était corrélé. Voici maintenant l'implication la plus troublante pour le public français particulièrement. Pendant 300 ans, depuis Descartes et les Lumières, vous avez été enseigné que la raison et la science pouvaient tout expliquer, que le mystère reculerait progressivement devant la connaissance. C'était une promesse. Or, qu'avons-nous découvert? Qu'il existe une frontière infranchissable de la connaissance scientifique, que certaines questions ne peuvent pas être résolues par la méthode scientifique, pas parce que nous ne sommes pas assez intelligents, mais parce que la structure même de la méthode les exclut, la conscience, comme expérience subjective vécue, ne peut pas être mesurée par des instruments, donc elle ne peut pas être connue scientifiquement, dans le sens où la science connaît d'habitude. C'est une limite structurelle, pas une limite provisoire. Cela n'invalide pas la science. La science demeure l'outil le plus puissant pour comprendre le monde physique objectif. Mais cela invalide l'idée que la science est le seul mode de connaissance valide. Et c'est une révolution intellectuelle sous-jacente. Sartre et Camus l'avaient pressenti, que l'univers ne nous livrerait jamais sa compréhension complète, que nous restons toujours face à une part d'absurde irréductible, et que cette absurdité n'est pas un problème à résoudre, c'est la condition de l'existence humaine à accepter. Maintenant, rendez-vous compte de quelque chose, cette acceptation de l'absurde que Camus prônait. Elle devient progressivement scientifique, pas poétique, pas philosophique, mais littéralement scientifique. Le problème difficile de la conscience n'est pas un problème métaphysique archaïque, c'est un problème posé par la physique elle-même. Cela signifie que, quelque part dans l'histoire, quelque chose s'est inversé. L'Occident moderne avait cru qu'il s'affranchissait du mystère en adoptant le matérialisme scientifique. Mais en réalité, il se branchait simplement sur un mystère plus profond, parce que le matérialisme, à ses frontières, génère un mystère qu'il ne peut pas résoudre. Et ce mystère, c'est la conscience. La théologie chrétienne l'avait compris autrefois, que la conscience était l'image de Dieu, que la capacité à réfléchir, à questionner, à expérimenter, était quelque chose d'ineffable. Les théologiens ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement parce que la science n'existait pas, mais ils l'avaient identifié comme quelque chose de fondamental. La science moderne, d'une certaine manière, a redécouvert ce que la théologie savait, que la conscience est irréductible, incommensurable, impossible à capturer dans un système matériel fermé. La seule différence, c'est que la science n'a pas de cadre conceptuel pour cela. Alors, elle le nie. Et voici où nous arrivons à une question existentielle pour vous, le spectateur français. Vous avez grandi dans une culture qui valorise la raison au-dessus de tout, que la laïcité était la seule position intellectuelle acceptable, que la foi est une marque de faiblesse d'esprit. Or, nous vous présentons ici une analyse qui suggère que la science matérialiste, votre fondement intellectuel, repose sur un postulat non démontré, que l'alternative n'a pas été réfutée, que la porte aux questions spirituelles s'ouvre à nouveau, non pour des raisons religieuses, mais pour des raisons rigoureusement logiques. Cela ne signifie pas qu'il faut croire en Dieu. Cela signifie seulement qu'il faut reconnaître que croire
en la conscience comme phénomène fondamental, non réductible, n'est pas anti-scientifique. C'est scientifiquement défendable. C'est même, selon nous, scientifiquement plus honnête. Parce que l'honnêteté scientifique exige de reconnaître ses limites. Et la limite de la neuroscience matérialiste, c'est exactement ici. À la question du pourquoi il existe une expérience subjective du tout. Donc, revenons à la question initiale. Y a-t-il une conscience sans cerveau? Notre analyse révèle ceci. Cette question ne peut pas être tranchée par la méthode scientifique, pas parce qu'elle est métaphysique, mais parce qu'elle concerne précisément ce que la méthode scientifique ne peut pas observer. Cependant, logiquement parlant, l'hypothèse que la conscience existe indépendamment du cerveau n'est pas moins supportée par les données que l'hypothèse matérialiste. Les deux expliquent les mêmes phénomènes. Les deux sont cohérentes. Mais seulement l'une d'elles reconnaît les limites de la méthode scientifique. Et voilà peut-être la réponse la plus honnête que la science puisse donner. Qu'elle ne sait pas, qu'elle ne peut pas savoir, et que cette ignorance n'est pas une faiblesse, c'est une honnêteté. Vous vous êtes posé cette question dans le silence de la nuit, et vous vous la reposez maintenant. Existe-t-il quelque chose en vous qui persiste au-delà de la mort du cerveau? Ou êtes-vous simplement une assemblée temporaire d'atomes doués de conscience? La science ne peut pas répondre à cela. Mais la logique vous dit que la question reste ouverte, et que cette ouverture, elle aussi, est une forme de liberté.